Maïeusthésie, les articles de Thierry Tournebise. La vie plus que la maïeusthésie, mars 2021. La vie plus que la maïeusthésie, être attentionné, libre, créatif et sensible, et pour mieux comprendre un peu l'histoire de l'émergence de la maïeusthésie. Le praticien en maïeusthésie ne peut pas simplement appliquer des techniques tel un bon élève assidu. Il doit ajouter à ses connaissances un continuel ajustement et aussi de la sensibilité, de la créativité, une dynamique de curiosité, d'ouverture, de recherche. La maïeusthésie est un moyen d'accompagner la vie dans la pertinence de ses processus naturels. Il importe pour le praticien de bien intégrer que la vie compte infiniment plus que toute approche quelle qu'elle soit, y compris la maïeusthésie. Il ne s'agit aucunement pour lui de faire de la maïeusthésie ou d'une autre approche, mais de s'occuper de la vie. Il ne s'agit pas d'une technique que l'on applique, et encore moins que l'on défend, mais d'une ouverture à l'existentiel. La vie réclame simplement qu'on l'accompagne à travers les symptômes qu'elle manifeste et se moque bien des constructions intellectuelles et des croyances techniques. La maïeusthésie accompagne la vie. Elle est modestement à son service. Elle n'est qu'un moyen, parmi d'autres approches, qui méritent tout autant l'attention des praticiens. Même si, avec la maïeusthésie, l'on sait avec rigueur décliner, décrire, théoriser les processus à l'œuvre et aussi enseigner avec précision les moyens de les accompagner, le praticien formé ne doit jamais oublier qu'il accompagne la vie bien plus qu'il ne voue la moindre fidélité à une technique, aussi bonne soit-elle. Chapitre 1. Théoriser et rester ouvert. Petit 1. L'ouverture et la rigueur. Être ouvert à l'étendue des possibles n'exclut pas la rigueur des raisonnements, l'exigence de précision, la structuration des propos et des théorisations. Cette rigueur elle-même n'exclut aucunement la sensibilité, l'intuition. Le philosophe René Descartes lui-même insistait sur ce fait. Ouvrez les guillemets. Certes, l'entendement seul est capable de percevoir la vérité, mais il doit être aidé cependant par l'imagination, les sens et la mémoire, afin que nous ne laissions de côté aucune de nos facultés. Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. Mais nous avons dit au même endroit que la simple déduction d'une chose par une autre se fait par intuition. Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. Toutes les notions que nous composons de cette manière ne nous trompent pas en vérité, pourvu que nous ne les jugions que probables et que jamais nous ne les affirmions comme vraies. Fermez les guillemets. Loin d'être psychorigide, René Descartes, mal connu à cet endroit, va jusqu'à écrire l'ouvrage « Recherche de la vérité par la lumière naturelle », où il montre que, face à un sage, le lettré, à force d'intellect et de savoir, a moins de bon sens que le candide muni de sa simple lumière naturelle de l'esprit. Bien évidemment, le bon sens cognitif qui simplifie pour mieux appréhender le fait au risque de réduction entraînant des pertes de données. Non seulement on y perd la dimension systémique, où tout est lié, mais aussi toute la vastitude de la pensée. Tout classement est une option dont le choix est toujours délicat car il y a toujours plusieurs possibilités. Ainsi, nous avons sans cesse avantage à être sans cesse capables de remettre en cause nos aboutissements cognitifs. L'intellect n'en est pas moins pour autant le merveilleux outil permettant de tracer une esquisse de l'indicible, une modélisation accessible du non pensable, une compréhension de la vie dans ce qu'elle a de plus subtil. L'ouverture d'esprit permet de rester libre face à la vie qui s'exprime. Sinon, comme le dit le psychanalyste Donald Wood Winnicott, ouvrez les guillemets, l'interprétation donnée quand le matériel n'est pas mûr, c'est de l'endoctrinement qui engendre la soumission. Fermez les guillemets. Petit 2. Le vieux débat entre la sensibilité et l'intellect nous conduit parfois à mettre en opposition être pensant et être sensible. Ces deux aspects complémentaires sont ainsi injustement mis en concurrence alors qu'ils s'étayent l'un l'autre. S'il reste vrai que ne faire que penser manque de subtilité, ou ne faire que sentir manque de structure,
L'un n'est pas censé se passer de l'autre. La sensibilité permet une ouverture de la vastitude des éprouvés qui se manifeste au cœur de la psyché et au monde dans lequel se trouve cette psyché, monde dont elle fait partie et dont elle est constituée. L'intellect permet d'en structurer l'approche, de la rendre énonçable, partageable, appréhendable. Sans l'intellect, l'expérience sensible reste vaporeuse, sans aucun appui de fiabilité. Et sans la sensibilité, l'intellect produit une psychorigidité et nous éloigne de l'essence de la vie. Les praticiens ne peuvent se passer de considérations intellectuelles à propos de ce qu'ils mettent en œuvre dans l'accompagnement psychologique de leurs patients. C'est ce qui leur permet d'en faire l'apprentissage, l'étude, l'enseignement. Mais si, en situation clinique, ils s'y réfugient, ils passeront à côté de ce que la vie exprime. Rollo May, psychologue américain proche de Carl Rogers, a contribué à la psychologie existentielle. Il nous fait remarquer le risque d'un tel excès. Ouvrez les guillemets. Les principes techniques protègent les psychologues et les psychiatres de leurs propres angoisses. Mais, par la même occasion, les techniques empêchent les psychologues et les psychiatres de comprendre le malade. Elles l'isolent de sa présence pendant l'entretien qui est essentiel pour comprendre la situation. Fermez les guillemets. Petit 3. Existentiel, ouverture et créativité. L'existentiel ouvre un champ des possibles que l'intellect ne laisserait pas apparaître dans ses seuls classements organisés. Tout y est si bien rangé que ce qui dépasse y reste invisible. Comme disait le Petit Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ainsi qu'un praticien se laisse emmener vers les nouveautés que lui souffle la pertinence de ses patients. Même s'il dispose d'un socle solide de connaissances et de compétences, il se laisse emmener vers ces nouveautés cliniques tellement didactiques. C'est ainsi que le psychologue psychanalyste Donald Wood Winnicott offre une dédicace à ses patients en préambule de son ouvrage « Jeu et réalité ». Ouvrez les guillemets, « à mes patients qui ont payé pour m'instruire ». Fermez les guillemets. Quand un praticien accompagne un patient, il considérera l'aspect sensoriel, ce qui est corporellement reçu, l'aspect émotionnel, la force des impacts psychiques, l'aspect intellectuel, image mentale, représentation, mémoire, et l'aspect expérientiel, vécu existentiel, indicible, parfois même non pensable. Si le praticien sait généralement être à l'écoute de ce qui est sensoriellement perçu par son patient, de ce qui est mentalement présent en lui, et de ce qui est émotionnellement éprouvé, il peinera souvent face à l'expérientiel, du fait que celui-ci échappe plus ou moins à l'intellect, aux représentations mentales préétablies. Dans tous les cas, il y aura un immense avantage à rester ouvert et créatif face aux innombrables imprévus que manifeste son patient, dont beaucoup sont de nature expérientielle. D'autant plus que cette dimension expérientielle n'est culturellement pas mise en avant chez nous. Et même, comme le souligne judicieusement le psychologue Abraham Maslow, ouvrez les guillemets, il s'agit d'une chose que non seulement nous ne connaissons pas, mais que nous avons peur de connaître. Fermez les guillemets. De ce fait, il invite le praticien à la modestie, à l'ouverture, à la générosité de sa créativité. Nouvelle citation, ouvrez les guillemets. Nous nous heurtons à une nouvelle frontière où je pense ne pouvoir que jouer les chercheurs, les cliniciens et les psychologues et lancer tout ce que je sais et tout ce que j'ai à offrir dans l'espoir que quelqu'un l'attrape et en fasse quelque chose. Fermez les guillemets. Le praticien et le patient sont ainsi en étroite collaboration, en binôme, face au monde qui se révèle, face à la vie qui se dévoile, voire qui appelle notre attention et notre délicatesse. Chapitre 2. Entre flou et acuité. Petit 1. L'illusion de l'absolu. Nous aimerions pouvoir structurer une représentation du monde définitivement validée, sur laquelle nous pourrions appuyer toutes nos réflexions, nos observations, nos raisonnements. Mais si toutefois une absence totale de structure risque d'engendrer des pensées vaporeuses et stériles, une structure portée en idéal ou en absolu, elle, risque de nous couper définitivement du monde dont nous prétendons rendre compte. Même en physique,
il semble que nous ne connaissions que 5% de ce qui constitue l'univers. 5% sur lesquels s'appuie notre science. Alors, s'il en est ainsi de la physique, qu'en est-il de la psychologie ? Nous sommes voués à accepter notre ignorance et, comme le disait le physicien-chercheur et enseignant Louis Le Prince Ringuet lors d'une interview télévisée, ouvrez les guillemets, « Un savant, c'est juste quelqu'un dont l'ignorance a quelques lacunes. » Fermez les guillemets. Aussi inconfortable que soit cette zone de non-connu, peut-être même d'inconnaissable, nous devons en avoir conscience, ne pas renoncer pour autant à structurer notre pensée et notre propos, mais avec la prudence de ne rien ériger en dogme. Garder un esprit de découverte, de curiosité, d'ouverture à la nouveauté, de liberté permanente par rapport aux acquis antérieurs reste essentiel. Or, il arrive souvent que, sachant beaucoup de choses, notre bon sens et notre ouverture en soient altérés. René Descartes nous l'avait si bien énoncé dans son ouvrage « Recherche de la vérité par la lumière naturelle » où le Candide regarde son bon sens contrairement au lettré qui s'est rigidifié. Petit 2. La quête de précision. Cette humilité ne doit pas nous faire renoncer à la précision. Comme nous l'avons vu, la pensée se doit d'être plus précise que vaporeuse. Saurons-nous gagner en acuité à propos de choses quasiment non pensables ? La précision ne doit pas altérer notre ouverture et notre ouverture ne doit pas pour autant altérer la précision de notre approche. Là se trouve le défi d'oser la précision dans la zone habituellement floue ou vaporeuse de la psyché, sans pour autant se fermer à la vastitude des possibles. La précision est déjà bien difficile avec ce qui est objectivable, ce qui concerne les objets, la matière, alors elle le sera forcément encore plus avec ce qui est subjectal, ce qui concerne les sujets. Aborder le domaine de la psychologie, de la psyché, autant dans sa dimension individuelle que dans sa dimension systémique, nécessite le goût de la précision tout autant que le goût pour l'ouverture d'esprit. Le bon sens nous montre que la précision, l'entrée dans le détail, le développement de l'acuité, risque de nous faire perdre la vue d'ensemble. Il est difficile, sur un appareil photo, d'utiliser en même temps le zoom et le grand angle. La vastitude fait perdre le détail, et le détail fait perdre la vastitude. Heureusement, il se trouve que nos outils cognitifs et notre sensibilité peuvent se conjuguer pour avoir en même temps le détail et les interactions systémiques, donc en même temps la précision et une approche de la vue d'ensemble. Quelquefois, on parle de prendre de l'altitude plutôt que d'avoir le nez dans le guidon. Mais il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de prendre de l'altitude, mais d'avoir plus de proximité avec la vastitude. La capacité à repérer les analogies donne une vision plus vaste que la simple capacité analytique. Elle permet de repérer des chemins de pensée que l'analyse, qui décortique, ne peut à elle seule révéler. La pensée analogique permet de voir que, même si ceci est différent de cela, ceci comporte des analogies avec cela. C'est sur ce principe que l'on construit des métaphores pour illustrer un propos. Bien sûr, le piège est de croire que parce que ceci et cela ont des points analogues, il s'agit de la même chose ou que l'un démontre l'autre. L'analogie, qui sensibilise aux ressemblances, est soutenue par l'analytique, qui rend conscient des différences. Ainsi, l'analogie illustre, ouvre l'esprit, mais n'est jamais confondue avec une démonstration. Par exemple, le soleil et la lune brillent tous les deux. L'un le jour, l'autre la nuit. Ils nous éclairent tous les deux. Là est l'analogie. Mais la précision nous apprend que l'un fournit sa propre lumière, alors que l'autre ne fait que refléter celle qu'elle reçoit. Jongler et même s'amuser avec les analogies et les différences permet d'élaborer des métaphores. Si cela peut nourrir avantageusement la poésie, cela accompagne aussi nos capacités cognitives et fait de notre intellect non pas une simple machine à décortiquer qui serait une entrave à notre sensibilité, mais un allié permettant de proposer des esquisses pertinentes de ce qui n'est pas pensable et qui peut cependant ainsi être approché, partagé. La petite phrase « tout se passe comme si »
permet une prudence qui offre cependant une représentation éclairante, sans pour autant l'ériger en absolu, sans altérer la souplesse de notre ouverture, de notre recherche, de notre sensibilité. Ainsi, quand un patient contacte celui qu'il était quand il était enfant, tout se passe comme si cet enfant était là et qu'il pouvait converser avec lui. Pareillement avec ceux qui étaient son père ou sa mère, même quand ils étaient eux-mêmes enfants intergénérationnels, ou même avec des pans entiers de l'humanité transpersonnelle, ou d'autres types de rencontres. Cela se vit avec un sentiment de réalité de façon tangible, où se retrouve en contemporanéité celui qui est le patient et cet autre de la psyché, de façon atemporelle. Nous dirons, tout se passe comme si les deux étaient en présence l'un de l'autre, car rien n'est objectivable à ce sujet, mais c'est pourtant ce qui se passe intimement, de façon tangiblement éprouvée. La psychologie parlera de phénoménologie pour rendre compte de ces réalités subjectives. Ce qui est objectivable ensuite, c'est le résultat obtenu quand ces rencontres sont accomplies. Tout se passe comme si n'est aucunement une démonstration. Mais cela n'implique pas non plus que ce ne soit pas vrai. Il convient aussi avec rigueur de distinguer le réel de la réalité. Voir la publication « La réalité, les vérités, le réel ». Donc, l'indispensable quête de précision ne doit en aucun cas altérer notre ouverture, tout autant que notre ouverture ne doit pas nous faire oublier l'utilité de la précision. Si la rigidité nous éloigne de la justesse, la rigueur nous y accompagne avantageusement quand elle est associée à de la souplesse, à de l'ouverture d'esprit. Petit 3. Avantages et inconvénients du focus. Le focus nous donne la précision, mais risque de nous faire ignorer l'environnement, ce qui est à côté, ce qui est autour. Toujours la problématique du zoom et du grand angle. Il ne s'agit pas tant de se focaliser, mais de s'ouvrir. Le psychologue remarquable qu'est Carl Rogers appela son approche « approche centrée sur la personne », ACP. Nous comprenons l'idée de Jenny qui est de faire passer l'individu avant les choses, les objets, les faits, avant les problèmes. C'est sans doute une révolution essentielle dans le monde de la psychothérapie. Pourtant, il ne s'agit pas tant d'être centré sur la personne, mais d'être ouvert à la personne. En plus, le mot « personne » indiquant notre apparence, persona, le masque, ce que l'on joue socialement, il s'agit davantage de s'ouvrir au quelqu'un. Cela ne nous empêche pas de comprendre l'essentiel que nous transmet Carl Rogers, privilégier les êtres par rapport aux problèmes. Mais l'énoncé en est délicat. Quand Eugene Gendlin, psychologue proche de Rogers, nous propose d'avoir notre attention sur le felt sense, notre éprouvé corporel, avec son approche focusing, nous comprenons la délicatesse de cette attention qu'il propose envers ce qu'exprime le corps, et nous pouvons constater aussi l'efficience des résultats. Mais le seul focus sera limitant si le praticien ne l'accompagne pas d'ouverture, ce qui se fait implicitement dans le focusing, et c'est pour cela que cela fonctionne. Pour indiquer la présence, l'on dit souvent « être centré ». Nous entendons intuitivement que cela signifie avoir une base, être stable. Pourtant, si nous avons besoin d'un socle, d'une base, de racines, il s'agit plus que ce soit une piste d'envol qu'un lest nous clouant au sol. Pour ne pas nous perdre, nous avons besoin de stabilité, pas de psychorigidité. La question est de toucher les étoiles tout en gardant le cœur sensible à notre base. Être rigoureux tout en étant ouvert, pragmatique, tout en étant prêt à de nouvelles éventualités, précis tout en tenant compte de la vastitude. Comme le disait maître Ueshiba, fondateur de l'aïkido, on ne peut me faire tomber car je suis l'univers et on ne fait pas tomber l'univers. Métaphore donnée avec humilité comme un rattachement au tout, sans aucune mégalomanie. Nous trouvons sur Wikipédia l'exposé de ce qui le conduisit à une telle proximité avec la vastitude. Extrait de Wikipédia. Au printemps de l'année 1925 survint un événement qui modifie radicalement la vision de Ueshiba et porte sur les arts martiaux. Un officier de la marine, maître de kendo, le défie en combat. Ueshiba accepte et gagne le combat
sans vraiment se battre. Il n'utilise pas son sabre, mais évite ou dévie chacun des coups de l'officier car il est capable de visualiser la trajectoire de ses coups avant que l'officier ne les porte. Après le combat, Ueshiba, épuisé, se retire dans son jardin pour aller se rafraîchir près du puits. Il a alors un sentiment de grande paix et de grande sérénité. Il lui paraît soudain qu'il baigne dans une lumière dorée descendue du ciel. Son corps et son esprit deviennent de l'or. Cette expérience intense et unique fut sa révélation personnelle, son Satori. Fin de la citation. La mise en mots de son expérience reflète bien l'expérientiel. Citation de Ueshiba, ouvrez les guillemets. Soudain, il me sembla que le ciel descendait. De la terre surgit comme une fontaine d'énergie dorée. Cette chaude énergie m'encercla, et mon corps et mon esprit devinrent très légers et très clairs. Je pouvais même comprendre le chant des petits oiseaux autour de moi. À cet instant, je pouvais comprendre que le travail de toute ma vie dans le Budo était réellement fondé sur l'amour divin et sur les lois de la création. Je ne pus retenir mes larmes, et pleurer sans retenue. Depuis ce jour, j'ai su que cette grande terre elle-même était ma maison et mon foyer. Le soleil, la lune et les étoiles m'appartiennent. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti aucun attachement envers la propriété et les possessions. Fermez les guillemets. Quand les mots ne suffisent plus, le problème n'est pas forcément qu'il s'agisse de fausseté, mais juste d'un manque de précision sur des choses si délicates à exprimer. En même temps que nous avons notre focus vers un endroit, il est souhaitable que nous nous laissions toucher par la vastitude avec laquelle ce sur quoi nous portons notre attention se trouve en rapport systémique. D'où l'importance que la précision ne soit jamais érigée en dogme, mais en outil d'ouverture, d'envol, de sensibilité. Petit 4. Être libre des certitudes. Certis dans des certitudes, nous perdons notre liberté et devenons conservateurs de pensées fossilisées. Nous aurions plutôt avantage à rester aux aguets face à la nouveauté, face aux émergences nous ouvrant à une nouvelle subtilité. Éventuellement, jusqu'à inverser ce que nous pensions jusque-là. Par exemple, s'il est juste de penser que les enfants se doivent d'avoir de la gratitude envers leurs parents qui leur ont donné la vie, il l'est tout autant de penser que les parents peuvent avoir de la gratitude envers leurs enfants qui ont fait d'eux des parents. Penser à l'endroit, puis à l'envers, puis en biais, retourner les phénomènes, le ressenti, le percevoir sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, dans tous ses possibles, ne rien bloquer, jusqu'à ce que surgisse un nouveau relief. Se laisser toucher par l'inattendu, toujours comme un possible à envisager. Ce n'est pas l'intellect qui va révéler ces possibles, il en est bien incapable, mais la sensibilité qui va nous ouvrir des voies nouvelles. L'intellect, lui, va jouer son rôle pour repérer les cohérences, sans faire des représentations, en énoncer le contenu, le partager avec autrui. De ce partage naîtront de nouvelles précisions, etc. Nouvelles précisions qui ne seront disponibles qu'en l'absence de pensée dogmatique. René Descartes nous avait déjà sensibilisés à cela avec son « Je doute donc je suis ». Il nous a alertés sur le risque des pensées préfabriquées, et du nombre d'opinions qui ne constituent pas une preuve. Alors, citation de Descartes, ouvrez les guillemets. La pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est souvent bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un peuple. Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. Il ne servirait à rien de compter les voix pour suivre l'opinion qui a le plus de partisans, car, s'il s'agit d'une question difficile, il est plus sage de croire que, sur ce point, la vérité n'a pu être découverte que par peu de gens et non par beaucoup. Quand bien même d'ailleurs tous seraient d'accord entre eux. Fermez les guillemets. Le philosophe Arthur Schopenhauer nous alerte sur la simple compilation de savoir. Il nous invite tous à être génial plus qu'à être savant. Citation de Schopenhauer, ouvrez les guillemets. Un savant est celui qui a beaucoup appris. Un génie, celui qui apprend à l'humanité ce qu'il n'a appris de personne. Fermez les guillemets. Petit 5. Accroître la visibilité existentielle.
Il nous est donné de percevoir ce qui est dit, ce qui est décrit, ce qui est transmis. Nous bénéficions depuis longtemps de beaucoup de propos, de pensées, de paroles. L'être humain s'interroge sur la vie depuis la nuit des temps. Notre époque est particulière car nous disposons d'un accès impressionnant à cette information. Dans des temps plus reculés, les philosophes de l'Antiquité bénéficiaient surtout de transmissions orales, mais aussi d'écrits, souvent difficiles à trouver et à consulter. Au siècle dernier, les informations se sont particulièrement démocratisées avec les livres à des prix abordables, avec les nombreuses bibliothèques accessibles. Cet accès, quoique beaucoup plus aisé, nécessitait cependant encore un peu de labeur. Puis, de nos jours, avec Internet, la somme des informations disponibles devient impressionnante, même s'il faut un peu de discernement pour les trouver, et cela n'exclut surtout pas les livres. Des informations, des mots, des pensées, nous avons ainsi à notre disposition quasi immédiate le monde à portée de main, ou à portée de clic. Pourtant, que ce soit dans une conversation ou dans une recherche Internet, il y a les mots. Mais la pensée qui a engendré ces mots est-elle si visible que cela ? Le philosophe contemporain François Julien nous interpelle à ce sujet dans son ouvrage « L'inouï ». Il nous sensibilise au fait qu'il y a ce qu'on dit, les mots qu'on prononce, et qu'on entend, qu'on écrit et qu'on lit, mais qu'en même temps, derrière ces mots que nous prononçons ou écrivons, il y a l'inouï, c'est-à-dire ce qui n'est pas entendu, ce qui n'est pas oui, qui est exprimé souvent à notre insu et n'est peut-être même pas entendable, ou plus encore, peut-être pas énonçable. Le défi devient alors de s'ouvrir à cet inouï, c'est-à-dire à cela qui n'est habituellement pas entendu, mais que chacun tente d'exprimer avec le langage dont il dispose, parfois même sans s'en rendre compte. Une telle sensibilité ne peut supposer l'interprétation au sens habituel du terme, c'est-à-dire reposant sur des grilles préétablies, grilles qui n'ont jamais éclairé ni libéré personne, si ce n'est de les enfermer vers des croyances préfabriquées. Pour le praticien en psychothérapie, là se trouve le principal défi, tant dans ce qu'il entend que dans ce qu'il prononce. Rendre l'inouï entendable, énonçable, accessible à la conscience. Le praticien sera un interprète, au sens linguistique du terme, et non au sens psychologique habituel. Les mots prononcés en langage basse définition, langue populaire, seront restitués en langage haute définition, langue ontique, afin que le relief qui en résulte devienne une évidence pour la conscience du patient. Mais le praticien n'y amène aucun sens préfabriqué. Il ne fait que rendre compte de ce qui est exprimé par le patient, jusqu'à ce que le patient puisse dire spontanément « Oui, c'est exactement ça ». Toute hésitation de la part du patient, même très discrète, montre que la proposition du praticien n'est pas juste. Alors ce dernier se réjouit de ce recentrage qui va le conduire plus proche de ce qui attend d'être rencontré, de cet inouï si discret, pourtant si manifesté à travers les symptômes. Les mots rendent compte des pensées, représentations mentales. Ces représentations mentales s'appuie sur la sensorialité et il en découle une certaine image du monde. Mais au-delà du sensoriel, il y a l'expérientiel. Justement, cet expérientiel, ne passant pas par les sens, peine à se représenter mentalement. L'expérientiel, c'est par exemple ce qui est éprouvé lors des expériences de mort imminente. C'est à cet endroit que le mot est utilisé. Mais c'est aussi ce que nous vivons dans notre quotidien ordinaire et pour lequel nous n'avons pas de mots, parfois pas de représentation mentale, mais que pourtant nous éprouvons. De l'amour, un besoin de reconnaissance, une impression du monde dans la vastitude de ses joies et de ses peines, une proximité avec la nature, des intuitions inexplicables, un besoin de transcendance, de profondeur ou de hauteur. Les mots ne savent pas le dire, mais pourtant cela est éprouvé intensément. Rien que le fait de parler de profondeur ou de hauteur pour désigner la même chose montre bien à quel point le verbe a ses limites et que derrière lui, il y a l'inouï. Petit 6. Les supports structurels, paradigmes et archétypes. Comme notre pensée a besoin de s'organiser pour être efficace, nous réfléchissons tout naturellement à une mise en ordre de nos expériences et observations.
Ce classement structure les données dont nous disposons, et il en résulte des paradigmes. Un paradigme, c'est ce qui fonde une théorie. Bien sûr, la théorie aussi bien que le paradigme peuvent être remis en cause au fil de l'expérience. Même si le mot théorie signifie étymologiquement contemplation des choses divines, il désigne surtout le fait d'objectiver ce que nous observons, comme un monde d'objets, de choses, de l'organiser, de le classer, d'y voir des liens et d'en conclure des phénomènes plus ou moins prédictibles. Les théories rendent service de façon temporaire car elles permettent d'approcher le monde avec plus de clarté, avec une certaine cohérence. Il en résulte que nous nous sentons moins perdus. Mais les théories volent parfois en éclats, comme la certitude d'atomes constitués d'électrons en orbite autour du noyau qui a fait place à l'idée d'un nuage d'électrons en emplacement incertain et non d'une orbite. La stabilité de l'espace et du temps, dont la relativité nous a montré qu'il fluctue en fonction de la masse, de la vitesse, de l'énergie, la quête de vérité démontrable en mathématiques, Kurt Gödel avec son théorème d'incomplétude a démontré qu'il existait une infinité de vérités indémontrables dans un système donné, etc., etc. Avant les paradigmes, plus difficiles à déceler, il y a les archétypes. Étymologiquement, types archaïques, ancestraux, initiaux, qui sont à l'origine de tout ce qui en résulte. Les archétypes précèdent les paradigmes. Les archétypes fondent la vie alors que les paradigmes ne fondent que les théories. Un peu comme en mathématiques, les axiomes précèdent les théorèmes. Voir sur ce site la publication Archétypes existentiels. Les archétypes, quoique archaïques, ne sont pas vieux, ils sont atemporels. Chapitre 3. Émergence de la maïeusthésie. Petit 1. Disposition initiale. Adolescent, j'avais un inexplicable sentiment que les choses devaient être simples. Je me disais cependant que je devais avoir tort car tout ce qui m'était montré semblait compliqué, que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou dans la vie sociale. Je fis de l'aïkido pendant quelques années sans jamais passer de ceinture. Même si je n'y excellais pas, cette idée d'accompagner l'autre dans son mouvement plutôt que de s'y opposer me marqua beaucoup, ainsi que de ne plus subir ses malveillances en l'immobilisant sans lui nuire. J'avais la chance de ne pas avoir tendance à renoncer à ce que je pensais. Même en classe, quand j'avais une réponse contraire à l'opinion de tous les élèves, si ma réponse me semblait fondée, je n'hésitais pas à lever la main. Avantages et inconvénients, ce qui semblait clair aux autres souvent ne l'était pas pour moi. Et en revanche, ce qui leur semblait complexe me semblait clair. Globalement, ce n'est pas simple pour les études qui ne prévoient pas ce cas de figure. J'eus mon bac D, j'ai démarré des études de médecine à Paris, dont je ne suivis que la première année car mon niveau finalement ne me donnait pas accès à la suite. Tout en travaillant, je suivis jusqu'au bout un cursus d'hygiéniste naturopathe et de psychosomaticien. J'eus la chance de le réaliser avec ma compagne. Nous l'avons commencé peu après notre mariage qui eut lieu en 1974. Cette date est importante car nos pensées, recherches, réflexions furent échangées depuis ce jour, et même depuis notre rencontre en 72 jusqu'à maintenant. Nous avons ainsi eu le bonheur de nourrir un chemin où nous nous sommes mutuellement étayés. Nous avons eu 4 enfants et la maïeusthésie, issue en grande partie de nos partages, fut un peu comme notre 5e. Tout au long de ce parcours, je ne me laissais pas trop éblouir par les personnalités remarquables, ni par des tendances à l'idéalisation. J'osais des points de vue différents, avais un goût pour la liberté de penser. J'étais également sensible à la créativité, à l'expression artistique, notamment écriture de poésie, composition de musique, création de chansons. Petit 2. Parcours atypique et expérience clinique. Aïkido, hygiéniste, naturopathe, psychosomaticien, sensibilité artistique. Outre les innombrables partages avec ma compagne recevant des personnes en consultation depuis 1979, l'expérience clinique fut une ressource extraordinaire pour affiner mon approche en psychothérapie. Ce que j'avais appris était insuffisant et je croyais que de longues études en ce domaine auraient fourni bien plus de compétences. Pourtant, quelle ne fut pas ma surprise plus tard en lisant le docteur en psychologie John Preston dans son ouvrage Manuel de psychothérapie brève intégrative. Face à ses patients, voilà son constat. Après ces années d'université, que dois-je faire maintenant ? Que dois-je faire maintenant ?
était le nom de son premier chapitre. Et face à ses premiers patients, voici son propos. Ouvrez les guillemets. Si l'un d'eux m'avait demandé d'écrire une dissertation ou de définir un concept psychologique, je m'en serais sorti brillamment. Mais mon assurance n'allait pas plus loin. J'ai connu des moments, durant les séances de thérapie, où je me demandais en mon fort intérieur, mais que dois-je faire maintenant ? Fermez les guillemets. Plus tard, je découvris avec bonheur l'ouvrage Jeux et réalité de Donald Wood Winnicott, où celui-ci commence par cette dédicace, évoquée précédemment, à ceux qui sont venus le consulter, à mes patients qui ont payé pour m'instruire. Puis commençant à animer des formations, en 1988, j'ai aussi beaucoup reçu de ceux que je formais. Cela me confirmait que plus on enseigne, plus on affine son propos, et même sa propre compréhension de ce qu'on enseigne. J'aurais aussi pu dire à mes stagiaires qui ont payé pour m'instruire. Souvent, je me retrouvais en situation de chercheur avec eux, et nous étions dans une même dynamique tous ensemble. Bien sûr, j'amenais quelque chose de déjà très signifiant et d'assez concrètement utilisable, mais comme nous l'avons vu, aucune théorie ne doit nous enfermer, et l'esprit se doit sans cesse de rester ouvert. Petit 3. Goût pour la théorisation et l'enseignement. J'ai toujours aimé structurer l'information. Cela n'apparaissait pas dans mon parcours scolaire où mes résultats étaient plus que moyens. Et pourtant, j'avais particulièrement été touché par l'apparition de la théorie des ensembles dans le programme de maths. Il était pour moi très savoureux de voir que les choses pouvaient être ainsi organisées. J'étais même étonné que cela rebute les autres élèves alors que cela me semblait comme une révélation. Jeune adulte et jeune marié, j'avais à peine 23 ans, je démarrais pour 3 années les cours de naturopathie et de psychosomatique avec ma compagne. 2 années après ce début, j'organisais déjà un cycle de conférences en maison des jeunes sur ce sujet. J'aimais partager ce que je découvrais. J'ai même, avec les collègues de promotion, organisé un cours d'anatomie et physiologie, aussi en maison de jeunes, car les salles y étaient gratuites. Cela nous permettait de compléter notre programme. J'avais déjà l'intuition que d'enseigner était un bon moyen d'apprendre, car cela oblige celui qui enseigne à structurer son information, à la rendre claire pour autrui, donc claire pour lui-même. Ayant terminé ces cours en 77, j'ai ouvert un cabinet de consultation en 79, puis finalement initialisé un cabinet de formation en 88. Le hasard a fait que j'ai eu à former du personnel administratif en préfecture et au ministère de l'Intérieur dans le domaine de la communication. Cela m'a permis de découvrir des métiers dont j'ignorais les subtilités. Les stagiaires avaient l'expertise de leur profession, moi celle de la communication, dans le sens psychologique du terme. Cela a été très didactique pour moi, en même temps que c'était éclairant pour ceux à qui j'enseignais. Puis j'ai surtout formé pendant 30 années du personnel de différents services de structures sanitaires et sociales, hôpitaux, centres éducatifs, depuis l'agent de service jusqu'aux médecins chefs de pôle, les aides-soignants, les infirmiers, éducateurs, psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, cadres de santé, cadres supérieurs, etc. Le plus intéressant était de pouvoir former des services complets, ou même des pôles entiers, car là, l'ensemble des collègues bénéficiaient des mêmes apports pour travailler ensemble auprès des patients. Puis, trouvant dommage que les personnes aient à suivre mes stages pour bénéficier de ces informations, j'eus le goût de publier un premier ouvrage, Se comprendre avec ou sans mots, en 95. J'y fus encouragé par le directeur des éditions d'Angle, qui, touché par le contenu du manuscrit, me dit, ouvrez les guillemets, il faut absolument mettre cela à la disposition des lecteurs, fermez les guillemets. Je publiai aussitôt dans la foulée, en 96, Chaleureuse rencontre avec soi-même, pour compléter et ajuster le propos du premier ouvrage. Il y avait à ce moment-là 2 ouvrages, environ 500 pages, à la disposition de ceux qui voulaient se documenter, avoir une trace de cette façon spécifique de structurer l'information concernant la psychologie et la communication. J'eus la chance de disposer en même temps d'un goût pour la pensée structurée et d'une ouverture sensible au subtil et à la créativité. Sans doute je reçus une sorte de legs implicite de mes parents, une mère artiste peintre et un père technicien. L'une me légua la liberté créatrice, l'autre la rigueur. L'ensemble des deux offrant un nouvel horizon sur les possibles de la vie.
Petit 4. Le mot maïeusthésie et les publications. Comme ce que je mettais en œuvre et enseigné comportait des spécificités, j'entendais par-ci, par-là émerger le terme méthode tournebise. D'une part, le mot méthode ne me convenait pas, car il ne reflétait pas mon propos. D'autre part, le fait que mon nom y soit associé ne me semblait pas juste. Non pas que je veuille nier d'avoir élaboré ce propos, mais je souhaitais qu'il puisse vivre ensuite indépendamment de moi et que d'autres puissent s'en emparer et le faire vivre en y apportant leur propre richesse. Il ne me serait jamais venu à l'idée de créer une approche et de la baptiser, car cela m'aurait semblé bien présomptueux. J'avais juste fait ce que j'avais à faire pour accompagner au mieux et enseigner ce que j'avais à enseigner pour permettre aux autres de le faire aussi. Mais le déroulement des faits s'accomplit de telle façon qu'il était bien plus modeste de lui donner un nom que de laisser grandir l'idée de méthode tournebise pour désigner la spécificité de ce que j'apportais. Travaillant depuis pas mal de temps sur l'origine des mots et l'étymologie, je préférais alors lui donner un nom qui reflétât son contenu plutôt qu'un acronyme anonyme. J'avais déjà été interpellé par la maïeutique, le moyen par lequel Socrate menait ses dialogues afin de faire émerger de l'esprit les pensées qu'il contient sans le savoir. L'étymologie grecque maïeutike, signifiant art d'accoucher, me semblait un bon départ. Puis, comme il s'agissait de sensibilité au fait que des êtres soient en gestation d'eux-mêmes et que la vie soit un long processus d'accouchement de soi, astanestai, racine indo-européenne signifiant être sensible, venait bien le compléter pour donner maïeusthésie. Je choisis de déposer ce mot à l'INPI afin que personne ne s'en empare pour désigner autre chose ou ne le revendique pour lui-même. Ainsi, maïeusthésie devenait un mot commode pour désigner rapidement, sans périphrase, l'approche en communication et en psychothérapie que je proposais. Ce n'est que bien plus tard que je découvris que les dialogues maïeutiques de Socrate, rapportés par Platon, n'étaient pas si respectueux que ceux-là de la pensée de l'interlocuteur, puisque les questions y étaient souvent « N'est-il pas vrai que ?» Mais cela n'enlevait rien au fait que maïeutike signifie bien art d'accoucher. Puis la même année, en 2000, j'ai décidé de créer un site internet afin de publier et de mettre à la disposition de tous gratuitement des données concernant la maïeusthésie. Aujourd'hui, fin 2020, le site propose 98 publications et 2500 pages. Les éditions d'Angle me proposèrent, si je le souhaitais, d'apporter à mon premier ouvrage les modifications qui me semblaient utiles. Se comprendre avec ou sans mots, publié en 1995, méritait des ajustements, et je m'emparais de cette opportunité pour avoir un texte plus précis. En effet, l'approche qui n'est pas figée devait pouvoir être partagée avec ses nouvelles nuances. À cette occasion, se comprendre avec ou sans mots devint L'art d'être communicant, en 2008. Titre qui me semblait également plus juste. Chaleureuse rencontre avec soi-même ne fut plus édité par d'Angle qui me restitua mes droits d'auteur et pour ceux qui le voulaient tout de même, je l'ai mis en ligne en PDF sur mon site. Puis vint Communication thérapeutique chez ESF qui s'appuie sur des illustrations avec la mythologie ou les contes, suivi par Le grand livre du psychothérapeute chez Erol, postfacé par André de Peretti, ami de Carl Rogers qui en valida pleinement le contenu. Le terme « le grand livre de » vient juste du fait que se nomme ainsi la collection chez Erol, la collection « le grand livre de », où se trouvent des ouvrages sur différents thèmes. Ce livre, avec un index, des vignettes cliniques, un glossaire, des fiches de mise en œuvre et de nombreuses références bibliographiques, était envisagé comme un outil de travail pour les professionnels. Puis vint Prévention de la récidive dans la délinquance, en 2012, chez l'Harmattan, coécrit avec Danielle Delamotte, conseillère d'insertion et de probation CIP en milieu pénitentiaire. Arriva en 2018, Au cœur de la psychothérapie, cet ouvrage publié chez ESF, situe la maïeusthésie par rapport à de nombreuses autres approches en y pointant les analogies et les différences, mais surtout, il propose non pas des vignettes cliniques, mais 4 entretiens de psychothérapie intégralement retranscrits avec des commentaires didactiques. Une mine d'or pour les praticiens. En effet, si nous avons souvent des ouvrages traitant de différentes approches, ceux permettant d'accéder au contenu intégral d'une séance sont bien plus rares, si toutefois il en existe. J'ai été particulièrement heureux de mettre cela à disposition des lecteurs, en particulier des praticiens. Michel Bernard, professeur d'université, me sollicita aussi en 2010 pour une contribution de 20 pages dans l'ouvrage collectif De l'attirance à l'amour chez l'Harmattan. En mars 2021, j'ai ainsi mis
à la disposition des lecteurs, 2500 pages en ligne et 6 ouvrages édités, soit plus de 3900 pages en tout. Petit 5. Des références bibliographiques. En 2005, il est apparu qu'au-delà de l'assise de l'expérience clinique, il fallait aussi des références en rapport avec d'autres approches, d'autres recherches. Et c'est à partir de ce moment que la bibliographie de mon site a commencé à s'étoffer avec 15 ans après, en 2020, 240 ouvrages représentant 195 auteurs. J'ai découvert avec précision des praticiens dont les remarques, les recherches, les nuances étaient des plus réjouissantes. Philippe Pinel, Carl Rogers, Carl Gustav Jung, Donald Wood Winnicott, Martin Heidegger, Carl Jaspers, Max Pages et bien d'autres, avec en particulier Fritz Perls et son extraordinaire originalité dans la Gestalt thérapie. Eugène John Lind et son approche de focusing à l'écoute du corps, Abraham Maslow, dont les visions sur la psyché et sa dimension ontique sont exceptionnelles et méconnues, puisqu'on l'a malheureusement réduit à une pyramide, dont pourtant il n'a jamais parlé. Mais aussi de philosophes comme Épictète, Plotin, Sénèque, Erasme, René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, etc. Ou encore des scientifiques comme Charles Darwin, Trinh Xuan Tuan, Carlo Rovelli, et aussi d'exceptionnels témoignages de patients comme les auteurs parlant de leur expérience de l'autisme, Donna Williams, Daniel Tammet, Joseph Chovanec, ou d'expériences de mort imminente, Jill Bolt Taylor, Anita Mourjani, etc. Il importe de comprendre que la myosthésie a émergé de l'expérience clinique et non de ses lectures, mais que celles-ci ont permis ensuite de la situer, de la relier, et finalement de lui apporter des précisions supplémentaires. Ces lectures ont été d'autant plus riches qu'elles se sont faites avec un regard déjà structuré en psychologie de la pertinence, tant concernant la communication que la psychothérapie. Petit 6. Demande des stagiaires. Au-delà des formations institutionnelles que j'animais depuis 1988 pour différentes structures, une patiente me demanda si j'organisais des formations pour des particuliers afin qu'elles puissent aussi en bénéficier. Il fallait trouver une salle et réunir du monde, mais elle me dit « J'ai une salle et il y a du monde qui souhaite participer ». Ainsi, j'ai animé ma première session communication thérapeutique en 98 pour des particuliers, ou plutôt pour des professionnels mais en inscription individuelle. Puis il y eut de la demande pour une autre session l'année suivante, puis une autre, puis les participants me dirent « Il faudrait une suite ». Je crée alors un programme niveau 2, où l'on me demanda aussi une suite. Je crée alors un programme de niveau 3, et une praticienne mettant sur sa carte de visite « praticien certifié en myosthésie », je me demandais comment gérer cela, car je n'avais certifié personne et ne pouvais accepter cela. J'aurais pu la contacter, mais cela ne me semblait pas la bonne méthode. C'est là que je décidai de créer une session de certification en 2009, de certifier des praticiens, de créer un annuaire des praticiens certifiés. Finalement, je remercie cette personne d'avoir engendré cette initiative de la certification à laquelle je n'aurais jamais pensé sans cette maladresse sur sa carte de visite. Voyant que plusieurs stagiaires suivaient 2 niveaux 2 ou 2 niveaux 3 pour se préparer à la certification, après plusieurs années, il a paru nécessaire de créer un niveau 4 pour qu'ils se préparent entre collègues de compétences équivalentes. De la même façon, il me fut demandé une formation de formateur que je décidai de créer en 2011. Puis, la demande de certification croissant, je ne pouvais y satisfaire. Je dus former des certificateurs en 2018 pour constituer des jurys en dehors de mes propres sessions. S'ajouta à cela des sessions niveau 4 Pro pour les professionnels certifiés et des sessions de supervision et perfectionnement. Mais il a paru plus juste grâce aux stagiaires de les appeler ajustement et perfectionnement de la pratique, car l'idée de supervision induisait trop celle d'une autorité qui corrige, alors que la démarche est beaucoup plus délicate, accompagnant le déploiement de chacun. Tout ce parcours s'est réalisé quasi spontanément, chaque étape a naturellement émergé de la précédente. J'y ai œuvré sans préméditation, suivant naturellement le cours de ce qui s'accomplissait. Je me sentais avec bonheur contribuer à une émergence qui correspondait à mon domaine de compétences. Avec les années, l'expertise s'est révélée de plus en plus fine et le bonheur de la partager de plus en plus grand. Chapitre 4. Au-delà des méthodes et protocoles.
Petit 1. Formation des praticiens. La myesthésie est en mesure de décliner en détail les phénomènes psychiques tant au niveau de la communication que de la psychothérapie. C'est ce qui permet de l'enseigner et d'en rendre possible la mise en œuvre par d'autres personnes. En communication, les interlocuteurs, qui sont des êtres, seront privilégiés par rapport aux informations, qui sont des choses. Les notions de validation y seront très précises: recevoir, comprendre, accueillir, remercier, valider la cohérence et surtout validation existentielle. Pour plus de détails, voir la publication Relations et communication. En psychothérapie, l'étiologie, donc c'est la source des troubles psychologiques, se trouve essentiellement au niveau du clivage de la psyché, qui s'autoprotège en cas de surcharge émotionnelle. Il en résulte un symptôme mémorial pour ne pas perdre ce qui a été clivé. Mais en même temps, se passe un phénomène au niveau de la mémoire qui tente de faire éviter les situations analogues dans le futur. Il en résulte des situations provoquant des réactions inappropriées par rapport au présent, mais très justes par rapport à une situation antérieure indésirable. Une situation analogue engendre donc alors un réflexe d'évitement ou de défense, mais aussi une réactivation du mémorial qui permet de ne pas perdre la trace de l'être-soi clivé, la part de soi qui a été clivée. Voir la publication Mémoire et mémorial. Alors que dans bien des approches l'on cherche à supprimer cette réactivité, en myesthésie, on s'en sert pour, depuis le mémorial, accomplir une remédiation vers l'être de soi clivé et le soi dans son entièreté. Il y a donc une situation paradoxale entre le besoin d'éviter des situations analogues, sécurité indispensable, et le besoin d'entretenir ce mémorial pour accomplir une remédiation avec ce qui a été clivé de soi, afin de retrouver son entièreté. Pour accomplir cette remédiation, le praticien va identifier l'être de soi qui a été clivé, afin de le voir en tant qu'être, de le distinguer de la circonstance, puis de valider ce qu'il a éprouvé lors de cette circonstance. Pour identifier cet être de soi clivé, le praticien en myesthésie part du ressenti initial, le symptôme. On utilise le guidage non directif, voire la publication non-directivité et validation. La validation existentielle résultera de la réjouissance du praticien dans la retrouvaille de cet être clivé et de sa capacité d'être en proximité avec lui, afin que le patient ait le goût de le rejoindre. Tous ces processus peuvent être déclinés avec précision. Cela est un avantage car ils peuvent être enseignés. Cela est aussi un inconvénient car celui qui se contente de les appliquer en bon élève n'aboutira pas à grand-chose. Seule l'humanité, la capacité à se sentir touché, à s'émerveiller de cette rencontre, la rend possible. D'où cette publication pour mettre en exergue la posture plus que la technicité. Pour plus de précision à ce sujet, vous pouvez consulter la publication Validation existentielle, la publication Positionnement du praticien, autre publication Le verbe et la posture, et enfin Emplacement subjectif du praticien. Du fait que tout cela peut être décliné techniquement, le risque d'en déduire des protocoles fossilisés est bien présent. Ayons bien à l'esprit, comme le disait Rollo May cité en début de ce texte, qu'aucun protocole ne met de l'humanité dans la démarche, bien au contraire, il ne peut qu'éloigner le praticien du patient. Cette humanité, qui est un élément fondateur de l'efficience, sera gravement altérée si l'on n'est que technicien de l'approche, si généreux soit-on. Nous pouvons alors espérer que les praticiens listés dans l'annuaire ci-dessous soient à la fois compétents et libres des protocoles. Petit 2. Formation des formateurs. Il y a la formation des praticiens, mais ensuite il y a aussi celle des formateurs qui formeront des praticiens. Cette nécessité est apparue avec la demande de formation à laquelle je ne pouvais répondre seul. De plus, comme nous l'avons vu, elle a émergé spontanément de la part de praticiens certifiés qui m'ont réclamé cette possibilité de se former eux-mêmes en tant que formateurs. Là aussi, les formateurs doivent être sensibilisés au fait de déployer chez chaque étudiant cette posture et ne pas se contenter de les entraîner à des protocoles bien appliqués. Cela rend l'enseignement de la myesthésie bien délicat. Quelques éléments pédagogiques de cette formation se trouvent dans la publication « Animer une formation ».
Leur expérience s'affine au fur et à mesure de leur pratique. Eux aussi apprennent de ceux à qui ils enseignent. Ils doivent impérativement éviter le risque de la méthode et naviguer entre la clarté structurée de la théorie et la subtilité du positionnement, de la posture. En maïeusthésie, il s'agit de s'occuper de la vie en la suivant tout simplement. Mais si on peut la suivre cognitivement, intellectuellement, car la théorisation y est clairement structurée, on se doit aussi de la suivre ontiquement, existentiellement, car il s'y trouve de l'indicible, du non-pensable, de l'expérientiel, de l'inouï. Les formateurs de praticiens, plus que les praticiens, doivent se sensibiliser à ces notions, afin de montrer aux participants, par l'exemple, toutes les nuances qui se trouvent dans un accompagnement de qualité. Enseigner la théorie n'est pas forcément très simple, mais c'est assez accessible, d'autant que la maïeusthésie est un propos très structuré. Publication, animer une formation. Ce qui est délicat, c'est de sensibiliser aux nuances de la posture, de l'indicible, du non-pensable, de l'expérientiel, de la pertinence de la psyché, de la vie. C'est presque plus se laisser raccompagner par la vie que de prétendre l'accompagner, de rester en constante posture de recherche et d'émerveillement. Voilà le défi pour la compétence des formateurs. La formation de formateurs doit donc tenir compte de ces paramètres essentiels. Petit 3. Du précieux à l'inestimable. Une approche d'accompagnement peut être précieuse si elle est efficiente. C'est le cas de la maïeusthésie, entre autres approches. Pourtant, le praticien n'oubliera jamais que si l'approche qu'il met en œuvre est précieuse, la vie dont elle s'occupe, elle, est inestimable, c'est-à-dire bien plus que précieuse, hors du champ des valeurs mesurables. Si une approche devient plus importante que la vie dont elle s'occupe, s'enorgueillit d'être une super théorie, puis insensiblement se transforme en données dogmatiques pour finalement devenir un socle idéalisé, inébranlable, implicitement plus important que ce qu'elle prétend décrire, là elle se perd. Arrivée à ce stade, la description devenant plus importante que ce qu'elle décrit, tombe dans les dérives dogmatiques, dans d'indésirables postures sectaires. Cela ne peut satisfaire l'éthique du praticien. La carte est utile, mais elle ne se substitue pas au territoire. La vie est censée toujours être considérée comme au-dessus de tous les principes ou paradigmes qui fondent les structures intellectualisées qui en parlent. C'est justement la finalité de cette publication, de bien rappeler que la vie est plus importante que toute théorie, aussi bonne soit-elle, y compris la maïeusthésie. Le praticien en maïeusthésie aura cette humilité, ce respect, cette considération et sera toujours en recherche, en ajustement, éveillé aux découvertes nouvelles. Il ne sera pas un bon élève, soucieux de bien appliquer les principes, mais quelqu'un aimant la vie qui s'exprime chez ceux qui le consultent, avec lesquels il sera toujours en partenariat et même en connivence. Chapitre 5. Développer et surtout déployer. Petit 1. L'intellect se développe, le cœur se déploie. Notre corps et notre intellect se développent, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'ajouts de matière ou de données pour accomplir leur croissance. Le lot de toute chose matérielle qui suit une courbe de croissance est développement, maturité, déclin, disparition. Les données cependant peuvent être partagées, transmises et suivre leur chemin, mais l'intellect qui les gère, lui, suit cette courbe, développement, maturité, déclin et disparition. Pour ce qui est de la psyché, de l'être du soi, il semble que le processus soit différent. Il ne s'agit pas vraiment de développement mais de déploiement. Le déploiement fait penser à ce que disait Gottfried Wilhelm Leibniz en 1996 dans sa monadologie. La monade, unité de conscience qui contient tout, n'acquiert rien et ne fait que déployer ce qu'elle contient déjà au gré de ses rencontres. Voici des considérations qui ne sont pas dans le monde objectivable. Pourtant, concernant la psyché, elles semblent plus que pertinentes. D'où l'intuition d'une sorte de « chez nous d'humanité » dont on ne sait rien, mais qui nous est familier, qui semble infini ou plutôt au-delà des dimensions, mais en même temps très cosy. Un socle commun présent en nous tous et qui n'a qu'à se déployer. C'est peut-être ce qui a conduit Carl Rogers à nous dire que plus une chose est intime, plus elle est générale.
L'intellect se développe, mais notre humanité, notre cœur, notre capacité de considération se déploie. Tout se passe comme si nous l'avions déjà en nous potentiellement et qu'un autre, une rencontre, en suscite le déploiement. Or, il se trouve que notre environnement, mettant culturellement l'attention sur ce qui ne va pas pour le corriger, nous donne peu l'opportunité de ce déploiement. C'est pour cela qu'en maïeusthésie, nous mettons tant l'accent sur les validations et notamment sur la réjouissance, qui est un moteur essentiel pour ce déploiement. Lire l'article Réjouissance thérapeutique. Nous pouvons, à cette occasion, saluer l'extraordinaire travail de la psychologue Noami Feil qui a subtilement œuvré au niveau de la validation. La validation de la justesse, de la pertinence à l'œuvre est une composante essentielle de la maïeusthésie qui s'inscrit ainsi dans ce qu'on peut appeler la psychologie de la pertinence. Petit 2. Connaissance, compétence, sensibilité. Les connaissances s'acquièrent avec l'intellect. La capacité à s'en servir, plus subtile, se développe avec l'usage, l'expérience, jusqu'à les intégrer. Mais si cette compétence est uniquement technique et méthodique, quand bien même elle serait excellente, même intégrée, elle manquerait des capacités d'ajustement et de créativité qui la rendent vraiment efficiente. La connaissance permet la mise en œuvre. La mise en œuvre ouvre vers des compétences. Ces compétences doivent ensuite offrir la liberté d'improvisation qui, tout en respectant les éléments archétypaux, structure dynamique, invariante, ancestrale, au-delà du détail événementiel, fondation existentielle, laisse le praticien libre des paradigmes. Les paradigmes qui ont structuré les données en compréhension théorique ne doivent pas entraver la sensibilité du praticien à la justesse de la vie, à la pertinence de ce qui s'accomplit, à l'inattendu, à l'inouï. Finalement, le praticien finira par déployer au-delà des connaissances et des compétences une sensibilité à l'expérientiel, c'est-à-dire à ce qui est hors de la sensorialité, de l'imagerie mentale, parfois même hors de la représentabilité intellectuelle des phénomènes. Cette sensibilité à l'indicible et au non pensable le conduira à une capacité à mettre en mots ce qui ne se représente pourtant pas mentalement, souvent grâce à des métaphores. Cela offre des accès essentiels, trop souvent négligés en psychothérapie, car l'événementiel et les théories y ont souvent pris trop de place. Petit 3. L'indicible et le non pensable. L'intellect, si majestueux dans la gestion des données, la structuration des pensées, l'élaboration des théories, se retrouve démuni quand on aborde la zone existentielle, la zone de l'indicible et du non pensable. Il reste cependant un précieux allié, car il est en mesure de rendre compte de tout cela à l'aide de métaphores, de mots subtils. Il est capable de réaliser une esquisse de ce qui ne se dessine pas, de ce qui ne se représente pas mentalement. Il arrive que les poètes ou les artistes en usent abondamment, mais cela se peut aussi dans un langage simple, à la portée de tous. Cet aspect peut sembler un peu surréaliste. En effet, l'intellect gère ce qui résulte du sensoriel, un peu aussi de l'émotionnel, mais pas de l'expérientiel. Le piège est qu'il peut s'emparer de cette subtilité pour en faire des constructions ésotériques nébuleuses se prétendant vérité alors qu'elles ne sont que mentalement fantasmées. Quelle différence pouvons-nous identifier entre ces fantasmes surréalistes et ce réel dont nous avons l'intuition, dont nous faisons l'expérience, hors du sensoriel, de notre sensibilité existentielle? Pour mieux nous y retrouver, il convient déjà de distinguer entre la réalité, sensorielle, le réel, expérientiel, et les vérités, démontrables mais sans cesse remises en cause. La réalité est perçue par le sensoriel. En revanche, le réel, lui, est perçu expérientiellement et l'intellect est maladroit pour se le représenter. Or, les expériences éprouvées, quand elles ne sont pas mentalement représentables, sont déroutantes. Si généralement nous connaissons un peu l'expérientiel, médiatisé au niveau des expériences de mort imminente, EMI, NDE, nous en avons moins conscience dans le cours de notre vie. Pourtant, nombre d'intuitions, d'impressions mal identifiables, de sensibilité à autrui, au monde, en font partie. Sans doute sont-elles plus nombreuses dans l'enfance, car petit, notre intellect a encore moins de moyens.
Le non représentable et l'indicible y sont alors bien plus présents. Le monde des adultes les a hélas généralement réduits à de la logique intellectuelle, ne tenant pas compte des subtilités éprouvées par l'enfant. Le psychologue Abraham Maslow fait partie de ceux qui ont particulièrement bien identifié ce phénomène. Il va très loin et avec précision dans cette dimension qu'il appelle ontique et qui englobe ces phénomènes qu'il nomme expériences paroxystiques. Comme le psychiatre Stanislav Grof, il évoque la psychologie transpersonnelle, s'intéresse aux états modifiés de conscience et donc à cette dimension expérientielle, même s'il ne la nomme pas ainsi. Un praticien en maïeusthésie se doit de tenir compte de cette dimension expérientielle, d'être sensible à ses subtilités, de rester ouvert, non dogmatique, créatif. Chapitre 6. Un regard systémique ou hypersystémique. Petit 1. Le symptôme et l'émergence. Le praticien en maïeusthésie sait que le symptôme est une manifestation dont la finalité est d'identifier un être de soi clivé ou à déployer, d'y accomplir une remédiation ou un déploiement, ou les deux. Le symptôme se manifeste en vue de cet accomplissement. Il y a donc le praticien en maïeusthésie et celui qui le consulte. Chez celui qui le consulte, il y a un symptôme qui pointe vers un être de soi au cœur de la psyché, afin de pouvoir réaliser cette remédiation ou ce déploiement qui réclame de s'accomplir. Cet être de soi n'a jamais cessé d'être là, depuis le clivage accompli par survie, mais il est en quelque sorte comme à côté de soi, à côté du soi, en attente d'intégration, dès que la maturité le permettra. Je dis qui réclame de s'accomplir, car ce n'est aucunement le praticien qui décide d'une telle chose. Il ne fait qu'accompagner un phénomène naturel en cours, où il rejoint une finalité qui appelle notre attention. Cette finalité qui nous attend se manifeste à travers les symptômes, comme autant de signaux pour qu'on ne la manque pas. Conscient de cela, le praticien sera déjà en proximité avec cet être de soi qui attend d'être rejoint, quand bien même il ne l'a pas encore identifié. Il sera même en connivence avec lui, et de cette proximité, il résultera beaucoup plus de facilité pour le patient à le découvrir, à le rencontrer, à le réhabiliter en considération et à valider ce qu'il a éprouvé. Là peut jouer une forme de systémie, et le symptôme sera alors multiforme. Comme cela conditionne la façon dont le patient voit le monde, ce symptôme pourra même se trouver chez son conjoint, chez son enfant, chez un collègue, chez un voisin ou n'importe où dans le monde. Les synchronicités. Difficile de savoir si c'est sa façon de le voir ou si il se comporte de telle façon que l'autre réponde ainsi, ou si l'autre prend naturellement une attitude et un ressenti en correspondance avec ce qu'il a à voir en lui, systémie, comme par un phénomène de résonance. Ainsi, de tels ajustements ne sont pas rares dans la vie sociale ou familiale, le symptôme qui pointe en soi, spécialement pour soi, pouvant même se trouver chez un tiers. Cela peut se trouver dans la sphère familiale où, par exemple, l'enfant porte un symptôme pour que le parent voie l'enfant qu'il était au même âge. Cela peut se trouver dans le couple, où chacun des deux porte un symptôme pour éclairer l'autre sur lui-même et réciproquement. Cela est bien plus vaste et peut même se considérer socialement en hypersystémie. Nous trouvons alors un réseau de manifestations contribuant en quelque sorte à la conscience de chacun et du monde. Le paléontologue Pierre Teilhard de Chardin semble, dans sa discipline, avoir identifié quelque chose qui ressemble à cela, témoignant de cette pertinence à l'œuvre. Citation, ouvrez les guillemets. « L'homme ne saurait se voir en dehors de la vie, ni la vie en dehors de l'univers. » Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. « La présence d'un plus grand que nous-mêmes en marche au cœur de nous. » Fermez les guillemets. Petit 2. L'être émergent et le praticien. Il y a donc le praticien en maïeusthésie, celui qui le consulte, et chez celui qui le consulte, un ou plusieurs êtres émergents qui appellent son attention à travers le signe du symptôme. Le praticien en maïeusthésie sait que, quand le patient prend rendez-vous,
C'est en fait l'être émergent qui pousse celui-ci à prendre rendez-vous, grâce aux symptômes qu'il lui adresse, comme une carte d'invitation. Si le praticien en maïeusthésie est en écoute, proximité, considération envers son patient qu'il respecte et considère profondément, il l'est encore plus avec cet être émergent qui appelle la conscience de celui-ci. Il est déjà en connivence avec lui, quand bien même il ne sait pas encore de qui il s'agit. Pourtant, le patient, voulant se débarrasser du symptôme, donc décliner l'invitation, demande implicitement de le débarrasser de cet être de soi qui appelle. Tout en respectant ce ressenti du patient, le praticien en maïeusthésie va plutôt rejoindre la finalité de remédiation ou de déploiement que réclame cet être de soi en attente. Donc, honorer cette invitation. C'est un jeu subtil d'écoute et de respect du patient, en même temps qu'un accompagnement de ce qui est à l'œuvre dans sa psyché. Il se trouve alors que le vœu du patient soit parfois contraire à ce qui s'accomplit en lui. Le praticien doit alors respecter les deux phénomènes, tout en priorisant la finalité de remédiation ou de déploiement. Il n'y mettra jamais de force, surtout pas de manipulation. Sans rien brusquer, il accompagnera l'accomplissement d'une justesse à l'œuvre. Petit 3. Le praticien et la vie. Il y a donc le praticien, le patient et un être émergent, ou plusieurs, au cœur de la psyché de ce patient. Cela fait déjà une belle équipe. Le praticien n'est jamais seul avec son patient. D'une part car il est avec le patient, d'autre part car il fait équipe aussi avec cet être émergent qui appelle la conscience pour pouvoir être au monde. Être au monde, et peut-être même, d'une certaine façon, constituer ce monde. Et ce monde fait aussi partie de l'équipe. En plus de ces trois membres de l'équipe, il y a le monde, la nature ou la vie. Abraham Maslow a aussi été interpellé par ce lien entre l'individu et l'environnement. Citation, ouvrez les guillemets. Non seulement l'homme est une partie de la nature, et la nature est une part de lui, mais il doit aussi être isomorphe, semblable à elle, afin d'être viable en elle. Fin de la citation. Fermez les guillemets. Fritz Perls, père de la Gestalt thérapie, nous invite à une réciprocité incontournable de la présence. Ouvrez les guillemets. On pourrait dire, en un sens, qu'entrer en contact avec l'environnement signifie former une Gestalt. Fermez les guillemets. Et la suite de phrase, ouvrez les guillemets. Rien n'existe seul. Fermez les guillemets. Carl Gustav Jung, dans son ouvrage Ma vie, invite à cette vastitude. Ouvrez les guillemets. Le soi embrasse non seulement la psyché consciente, mais aussi la psyché inconsciente, et constitue de ce fait, pour ainsi dire, une personnalité plus ample que nous sommes aussi. Fermez les guillemets. Ainsi, il y a un quatrième élément, et pas des moindres, concernant ce monde, la vie. Comme nous l'avons vu, Pierre Teilhard de Chardin nous en soufflait un mot. Ouvrez les guillemets. La présence d'un plus grand que nous-mêmes en marche au cœur de nous. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La conscience monte à travers les vivants. Fermez les guillemets. Une sorte de finalité qui s'accomplit où l'on pourrait dire que tout se passe comme si un futur attendait qu'un présent le rejoigne. Abraham Maslow nous propose même cette idée de contemporanéité. Ouvrez les guillemets. Ce que l'on devrait être est pratiquement identique à ce que l'on est au plus profond de soi. L'être et le devenir sont côte à côte, concomitants. Fermez les guillemets. Autre citation de Maslow, ouvrez les guillemets. Notre travail est donc, dans la perspective d'un suivi sérieux de ce modèle, d'aider ces adultes à devenir plus parfaitement ce qu'ils sont déjà, plus complets, plus accomplis, à mieux épanouir leur potentiel en devenir. Fermez les guillemets. Cela peut sembler un peu curieux, simple ou même simpliste. Une sorte d'idée indémontrable qui ne vaudra que si elle produit une efficience au niveau de l'accompagnement psychologique du patient. Or, c'est ce qui se passe, comme si le réel, dont nous avons parlé précédemment, réclamait de faire partie de cette équipe. Bien que cela concerne des choses auxquelles nous aspirons, Maslow a bien remarqué notre défiance à ce sujet. Ouvrez les guillemets.
Les valeurs ontiques sont ce à quoi beaucoup de gens, la plupart, tous, aspirent profondément. Fermez les guillemets. Autre citation de Maslow, ouvrez les guillemets, il s'agit d'une chose que non seulement nous ne connaissons pas, mais que nous avons peur de connaître. Fermez les guillemets. Le monde, la vie, le tout, chacun le nommera comme cela lui semblera juste. Mais cela fait partie de l'équipe, et c'est un peu comme si nous étions dans une sorte d'hypersystémie où ce qui est en jeu, ce qui opère, est plus vaste qu'il n'y paraît, d'où la psychologie transpersonnelle. La difficulté est sans doute à la fois de tenir compte de cela, sans pour autant en développer un système de croyance, et encore moins une rigidité dogmatique. Il s'agit juste de retenir ce qui est opérant dans l'approche que l'on a du patient et de ce qui se passe chez lui. Petit 4. L'humilité en équipe. Cette vastitude ne doit en aucun cas entamer notre humilité. C'est juste ce dont nous faisons partie et que nous sommes aussi. Au même titre que chaque autre être humain, il n'y a aucunement lieu de se penser au-dessus de qui que ce soit. Cette vastitude à portée de main, ou plutôt à portée de conscience, à la fois nous émerveille et nous laisse très humbles. Nous la rencontrons avec simplicité, nous œuvrons avec elle autant qu'elle œuvre avec nous. Mais quand nos intuitions et nos pensées frôlent un tel endroit, nous doutons de pouvoir oser une telle chose. Abraham Maslow, l'ayant remarqué dans une psychologie de grande subtilité, nous en rend compte dans ses écrits. Ouvrez les guillemets. Nous sommes terrorisés par nos potentialités les plus élevées, comme les plus basses. Nous avons généralement peur de devenir ce que nous entrevoyons à certains éclairs de perfection, dans les conditions les plus parfaites, celles du plus grand courage. Les capacités quasi divines que nous voyons en nous lors de ces instants paroxystiques nous font frissonner autant qu'elles nous réjouissent. Fermez les guillemets. Autre citation de Maslow, ouvrez les guillemets. Ceux que nous qualifions de malades ne sont pas eux-mêmes. Ils ont édifié toutes sortes de défenses névrotiques contre leur humanité. Fermez les guillemets. Tout se passe comme si la pensée commune, ou même savante, nous avait trop souvent éloignés de cette dimension qui nous constitue, soit en la niant purement et simplement, soit en l'idéalisant et en la prétendant hors de notre portée, inaccessible, réservée à une élite, la reléguant à d'outrancières ritualisations ou protocoles. Or, il ne s'agit surtout pas de développer une croyance naïve, histoire de se rassurer, ni de produire un nouveau sujet d'idéalisation qui nous laisserait définitivement loin de cette intuition si profonde. Face à cette dimension de la vie, nous sommes à la fois très humbles et profondément émerveillés, sans précaution particulière, mais en profond respect. Nous pouvons être tels que nous le serions avec un excellent ami en toute confiance, comme avec une sorte d'ami d'enfance, puisque nous sommes en proximité de cette dimension depuis nos origines. Tout se passe comme si la vie attendait d'être rencontrée, considérée, aimée, sans protocole, sans précaution, ni fioriture, ainsi qu'on le ferait avec un être cher. J'ai longuement détaillé cela dans la publication « Incontournable délicatesse et outrancière précaution ». Ce que l'on a ainsi coutume d'idéaliser se rencontre alors en toute simplicité, fait partie de notre équipe, dévoile des pertinences subtiles, contribue au phénomène de remédiation ou de déploiement au cœur de la psyché, contribuant ainsi à l'étoffe de l'univers dans son cycle évolutif, ainsi que nous le propose le paléontologue Pierre Teilhard de Chardin. Nous avons donc une équipe de 4 protagonistes, le praticien, le patient, l'être émergent et la vie. Le praticien qui se contente d'être délicat avec son patient, ce qui est déjà une belle chose, limite terriblement son approche s'il ignore le reste de l'équipe. Petit 5. Un soin de la vie, existentiel, ontique. Le mot thérapeute est amusant dans son étymologie. Il vient du grec thérapon, qui signifie serviteur, donc humble, et thérapeutes, qui désigne des serviteurs qui prennent soin des divinités, donc au service du sacré. Déjà, cela engage l'humilité et la subtilité. Dans le mot psychothérapie, cette source a curieusement été choisie pour désigner ceux qui prennent soin de la psyché,
Je ne donne pas cette source pour idéaliser la psyché, mais juste pour signifier son côté ordinairement sacré en chacun de nous. La psyché a hélas trop été vue comme emplie de désordre, de dysfonctionnement, voire d'encombrant. Encore une fois, Abraham Maslow a parfaitement entrevu cette dimension exceptionnelle. Ouvrez les guillemets. Un certain caractère sacré chez le patient en tant qu'individu est nécessaire. Fermez les guillemets. Riche de cette intuition, le psychiatre Henri Grivois, qui a consacré sa carrière aux psychotiques et a créé les premières urgences psychiatriques à Paris Hôtel-Dieu, nous dit aussi, ouvrez les guillemets, l'homme qui devient fou révèle par sa folie même une part essentielle de la vérité sur l'homme. Fermez les guillemets. Cette capacité à prendre soin s'exprimera d'autant mieux que nous ne sommes pas dans du préfabriqué, ni prétendument scientifique, ni prétendument spirituel, mais dans une rencontre de ce qui est là, et attend en toute simplicité d'être rencontré. J'oserais dire en toute amitié. Le cognitiviste Jérôme Brunet était particulièrement sensible à nos errances théoriques arrogantes, car le théoricien, ouvrez les guillemets, en est venu à jeter par-dessus bord le phénomène même que la psychologie doit expliquer. Fermez les guillemets. Il traite de méthodolatrie les petites études bien faites qui prétendent élucider la nature de l'esprit et ses processus. Citation de Jérôme Brunet, ouvrez les guillemets. Pourquoi faudrait-il nécessairement et dans tous les cas comprendre par avance le phénomène à observer, ce que prétend faire la prédiction? Fermez les guillemets. Au niveau de la psyché, nous touchons une sorte d'hypersystémie. L'exceptionnel philosophe anglais John Stuart Mill, dans son ouvrage Utilitarisme, nous éveille à cette vastitude. Citation, ouvrez les guillemets. Est utile tout ce qui donne le bonheur sans nuire à tout ce qui vit. Une existence telle qu'on vient de la décrire pourrait être assurée dans la plus large mesure possible à tous les hommes, et point seulement à eux, mais autant que la nature des choses le comporte, à tous les êtres sentants de la création. Fermez les guillemets. Les Hawaïens, dans leur approche Ho'oponopono, avec cette phrase « Je suis désolé, merci, pardon, je t'aime », utilisée pour gérer les difficultés humaines, rendent compte aussi de cette hypersystémie. Nous devons la résurgence de cette approche à la chamane hawaïenne Morna Simeona, qui fut honorée par le titre « Trésor vivant d'Hawaï ». Afin d'apaiser ce qui nous entoure, cette approche invite plus à gérer ce qui est en soi que ce qui est autour de soi, et la phrase pourrait se décliner ainsi, ouvrez les guillemets. Je suis désolé que tu aies eu à être ainsi pour m'éclairer au plus profond de moi. Pardon de t'avoir infligé la nécessité d'un tel rôle si ingrat. Merci de l'avoir fait. Je t'aime car nous faisons partie de la même humanité. Fermez les guillemets. Il se passe ici une ouverture à la vastitude, à la pertinence, à l'écoute intime de la justesse. On pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte d'idéalisation gentille et apaisante. En fait, cela fonctionne de façon efficiente, comme on peut le lire dans la gestion des violences dans un établissement des soins psychiatriques par le docteur Yu Len, formé par Morna Simeona. Il a travaillé ainsi avec chaque patient, juste avec leur dossier, se tournant en même temps vers eux et surtout en lui. Ouvrez les guillemets. Je guéris la partie de moi qui les a créés. Je prends chaque dossier et je répète « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Fermez les guillemets. Le praticien, en prenant soin de son patient, prend soin de plus vaste que lui et aussi de plus vaste que son patient, et même de plus vaste que eux deux réunis. Le praticien et le patient forment une équipe qui prend soin de la vie. Chapitre 7. La vie plus que la théorie. Petit 1. Théorie, paradigme, archétype. Aussi riche que soit une théorie, elle ne peut rendre compte de cette vastitude. L'intellect ne sait pas se représenter une telle hypersystémie. L'idée de théorie et les théories elles-mêmes ne doivent surtout pas pour autant être méprisées, rejetées ou condamnées. En fait, elles nous rendent un immense service de compréhension, pourvu qu'on ne les idéalise pas, que l'on n'en fasse pas des absolus, que l'on garde l'esprit ouvert, qu'on ne s'y enferme pas. Ce qui pose un problème, c'est le dogmatisme, pas la théorie.
Nous garderons à l'esprit que les paradigmes fondent les théories, mais que les archétypes, modèles initiaux archaïques, fondent la vie. Ces derniers nous seront plus utiles, mais cependant, les paradigmes constituent tout de même des étayages qui, même s'ils sont souvent temporaires, nous rendent un immense service. Petit 2. La mise en œuvre. Au-delà des théories, il y a toujours l'épreuve de la mise en œuvre. Avec la mise en œuvre, quel est notre constat? Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Quand cela ne fonctionne pas, nous aurons avantage à rester ouverts à de nouvelles éventualités, quitte à ce que cela remette en cause quelques paradigmes qui nous semblaient pourtant certains. La mise en œuvre est très didactique pour le praticien qui garde l'esprit ouvert. En revanche, pour celui qui est certi dans les certitudes, l'horizon ne va pas bien loin. Comme le dit si bien le psychiatre Jean Maisondieu, ouvrez les guillemets, « Si on se contente de penser en termes de maladie, on ne peut plus creuser qu'un seul sillon étiologique. » Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. « Si les médecins prévoient d'observer de la démence là où il y a de l'angoisse, ils trouveront de la démence et rien d'autre. » Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. « La première chose à faire est de détruire la définition. » Sémiologique. À elle seule, elle est capable de fabriquer tout ou partie de la symptomatologie dont elle est censée rendre compte. Fermez les guillemets. À mes patients qui ont payé pour m'instruire, disait sagement Donald Wood Winnicott, le praticien est sans cesse enseigné par ceux dont il s'occupe, pourvu que la théorie dont il dispose l'accompagne simplement, sans pour autant constituer des œillères le rendant aveugle à l'évidence. La notion de mise en œuvre est d'ailleurs une belle notion car chaque œuvre est unique, même si elle est habitée par des universaux, archétypes. Les paradigmes théoriques ne peuvent pas la contenir. Face à de la musique ou face à un tableau, un critique d'art pourra commenter la technique utilisée, mais quand il arrive à l'expression de l'indicible, à l'expression artistique de l'âme, il ne peut que dire que cela y est ou cela n'y est pas. Cela ne peut s'argumenter avec de la théorie. C'est d'autant plus compliqué qu'une œuvre techniquement moins bien faite peut être bien plus belle qu'une autre parfaitement exécutée, c'est-à-dire déjà morte. Le praticien gardera sa souplesse face à la vie qui s'offre à être rencontrée, en équipe avec ses patients. Il se laissera enseigner à chaque mise en œuvre tout le temps de sa pratique, aussi expérimenté soit-il. Il se retrouvera avec joie dans ces continuelles découvertes, rencontres, émergences de la vie qui se manifestent de telle façon. Petit 3. Gratitude et rencontre de la vie. Le praticien sera en continuelle gratitude que lui soit offert de rencontrer ainsi une forme de vastitude du monde. Chaque situation lui montre un nouveau jardin qui, s'il semble en friche, attend d'être rencontré pour s'auto-organiser. Mais quand le praticien rencontre ce jardin, son regard a-t-il un a priori de désordre à organiser ou d'ordre sous-jacent à révéler? Il se peut que sa façon de le voir accompagne son déploiement ou au contraire l'éteigne. L'enseignant ostéopathe Pierre Tricot tient particulièrement à cette nuance de l'accueil de ce qui est. Ouvrez les guillemets. Comme nous n'avons pas conscience de forger notre propre réalité à partir de nos perceptions, nous déterminons comme réelles et objectives des choses qui ne le sont pas forcément. Finalement, l'image du réel que nous tirons de la perception n'est rien d'autre qu'une construction de pensée élaborée grâce aux livres de signification à partir des messages sensoriels. Fermez les guillemets. Il en découle ainsi, selon lui, un précieux outil de guidage pour le praticien. Nouvelle citation de Pierre Tricot, ouvrez les guillemets. Je focalisais mon attention sur une zone particulièrement sombre dans l'espace sacro-iliaque droit. Je sentis alors l'occiput se mettre en mouvement dans mes mains. Ce mouvement dura un certain temps, ralentit, puis s'arrêta. En même temps, ma perception de la zone changea. Elle s'était éclaircie. Fermez les guillemets. Mais une telle perception n'est pas aisée à prendre en compte, tant elle remet en cause les schémas habituels et déroute les esprits soi-disant cartésiens. Pierre Tricot nous dit aussi, ouvrez les guillemets,
La difficulté majeure qui entrave le développement d'une autre perception résulte de la difficulté à rompre le consensus, d'accepter d'expérimenter des choses autrement et de nous apercevoir que nous ne percevons pas tous la même chose de la même manière. L'expérience peut être tellement déstabilisante pour un être qui refuse de la poursuivre, l'esquive la plus habituelle consistant à considérer qu'il s'agit d'un délire. Fermez les guillemets. Autre citation de Pierre Tricot, ouvrez les guillemets. Une autre difficulté que rencontrent tous ceux qui travaillent avec la perception, et les ostéopathes en font partie, c'est l'interprétation de ce qui est perçu. Nous avons naturellement tendance à penser que ce que nous percevons est ce qui est. Notre expérience en la matière nous impose beaucoup de prudence. Ce que je perçois est ce que je perçois, mais cela ne m'autorise pas à prétendre que cela est. Fermez les guillemets. Autre citation de Pierre Tricot, ouvrez les guillemets. La recherche d'explications conduit à formuler des hypothèses, ce qui est tout à fait légitime. Mais avec le temps et l'expérimentation journellement répétée, l'hypothèse se renforce et peut aller jusqu'à se figer en certitude, puis en dogme. On en vient à considérer l'hypothèse comme un fait acquis alors qu'elle n'a jamais été scientifiquement vérifiée. Le plus grave survient lorsque ces certitudes non prouvées sont enseignées sans préciser qu'il s'agit d'hypothèses. Fermez les guillemets. Voici de belles réflexions mettant en exergue le réel, expérientiel, distinct de la réalité, le sensoriel. Tout se passe comme si la réalité n'était qu'une version virtuelle, subjective du réel. Nos représentations mentales se cantonnent à la réalité perçue sensoriellement. Or, l'expérience nous donne, sous forme d'intuition et de perception subtile, non sensorielle, un accès à des justesses qui dépassent nos capacités sensorielles et cognitives. Notre ouverture d'esprit et notre liberté de penser nous y invitent. À cet endroit reste l'écueil de nouvelles constructions mentales, se voulant savantes du subtil, prenant la forme indésirable, ainsi que le disait un jour un stagiaire, de nouvelles théories spirituo-gélatineuses. Cette ouverture d'esprit n'est pas censée rejouer le même phénomène à un endroit plus subtil. Elle consiste juste à rester libre de tout dogme sans en construire de nouveaux, à accepter d'éventuelles constructions temporaires pour prendre compte de ce qui est, en gardant à l'esprit que de possibles changements peuvent survenir dans ce que nous avons intellectuellement construit. Petit 4. Il s'agit juste de parler une nouvelle langue tout en utilisant les mots de celle que l'on pratique habituellement. Citation de Maslow, ouvrez les guillemets. D'ailleurs, d'autres impressions, plus vagues encore, me dictent que la communication, facilitée par l'usage de la langue ontique, s'accompagne d'une grande intimité avec l'interlocuteur, du sentiment de partager des loyautés communes, d'œuvrer pour un même objectif, d'être en sympathie, de ressentir comme un lien de parenté avec lui, d'en être, en quelque sorte, co-responsable. Fermez les guillemets. Quand Abraham Maslow parle de langue ontique, il n'évoque pas que l'on verbalise en anglais, en français, en espagnol ou en russe. Quelle que soit la langue que nous utilisons, il invite à convertir le propos en langue du cœur, en expression de l'existentiel et surtout de l'expérientiel. Pour un praticien, il ne s'agit pas d'interpréter à partir de théories préfabriquées, mais d'être un délicat interprète qui traduit en langue ontique ce qui a été exprimé en langue courante. On pourrait dire qu'il transmute le message basse définition en message haute définition en y révélant l'inouï. Par exemple, si le patient dit « J'ai souffert de voir des gens que tout le monde adule mais qui ne respectent personne, alors que d'autres plus profonds et plus justes sont ignorés », le praticien reformulera éventuellement tel un interprète linguistique « Vous souffrez que des gens brillants et indélicats soient en avant, alors que des gens lumineux restent ignorés ». Il ne s'agit pas de faire des suppositions interprétatives, mais de rendre compte avec précision de ce qui est exprimé, de manifester l'inouï, c'est-à-dire ce qui n'est habituellement pas entendu dans ce qui est exprimé, souvent même à peine entendu par celui-là même qui l'exprime. Et quand celui-ci vous renvoie avec jubilation « Oui, c'est exactement ça », là, il y a confirmation de la justesse du propos.
Petit 5. Le détecteur d'étoiles. Nous sommes culturellement paramétrés pour détecter ce qui ne va pas. Nous entendrons souvent « Il est super, il n'y a rien à dire, celui-là est vraiment nul, parlons-en ». Quel dommage, cette propension à repérer ce qui ne va pas pour l'ajuster n'est pas sans fondement, mais l'esprit qui l'accompagne, délaissant ce qui est juste, n'est vraiment pas le plus opérant pour réaliser un accompagnement. La beauté a besoin d'être vue pour se déployer. La justesse du monde a besoin qu'on s'en émerveille pour oser exister. Non pas de s'en émerveiller d'une façon niaise en se racontant des histoires de lutins ou de pensées magiques, mais dans une vraie proximité existentielle, en se laissant toucher par ce réel en émergence. Il nous est culturellement fourni un détecteur d'immondices et de désordre, nous formatant pour le nettoyage, le récurage, le classement, l'élimination, l'éradication, la purification, mais hélas pas pour l'émerveillement. Or, la capacité d'émerveillement du praticien est un élément fondamental de son efficience, voire la publication Réjouissance thérapeutique. Cet émerveillement vient simplement de la direction de notre attention. Se tourne-t-elle vers les êtres ou vers les choses ? Il ne s'agit pas de s'émerveiller de la beauté, et encore moins de l'horreur, des choses, mais de la grâce des êtres. Attention, là aussi danger. Si l'on en fait une règle dogmatique, idolâtrée, et que notre émerveillement devient un sourire niais à tout bout de champ, non seulement ce ne sera pas efficient, mais ce sera vraiment ridicule, voire néfaste. Maslow avait remarqué cette propension à repérer ce qui est désobligeant en énonçant que ceux qui affirment, ouvrez les guillemets, que les profondeurs de la nature humaine sont dangereuses, maléfiques, prédatrices et voraces, sont source de désordre. Maslow va même jusqu'à nous avertir que, ouvrez les guillemets, toute croyance qui incite les hommes à se méfier d'eux-mêmes et des autres sans nécessité et à douter sans fondement des possibilités humaines doit être considérée partiellement responsable des guerres, des rivalités entre les races et des massacres perpétrés au nom de la religion. Fermez les guillemets. Quel dommage que l'on ne connaisse pas Maslow pour la profondeur de ses travaux et qu'on l'ait enfermé dans cette pyramide qu'il n'a pourtant jamais évoquée. Il arrive ainsi que l'ignorance, associée à l'affirmation de fausseté indéfiniment répétée, y compris par quelques savants enseignants, fasse peur. Cela confirme bien le propos de Descartes cité précédemment. Ouvrez les guillemets. La pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien que pour les vérités, un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est souvent bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un peuple. Fermez les guillemets. Qui aura entendu ce propos d'Abraham Maslow ? Ouvrez les guillemets. Nous espérons vraiment, bien entendu, que le conseiller sera celui qui pourra favoriser l'accomplissement des individus plutôt que celui qui aidera à guérir d'une maladie. Fermez les guillemets. Nous ne pouvons parler de détecteur d'étoiles et d'étoiles sans parler d'entropie, de anthropos, signifiant que dès le départ l'univers s'engage vers l'apparition de l'homme. L'utilisation anthropos est juste un clin d'œil à l'entropie. Certains astrophysiciens comme Trinh Xuan Tuan l'évoquent non comme une affirmation, mais comme la plus grande probabilité tout en spécifiant que entropie est tout de même un peu trop anthropomorphique et qu'on devrait plus modestement parler de bios, vie, que de anthropos, homme. Citation de Trinh Xuan Tuan, ouvrez les guillemets. Il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de nombres appelés constantes fondamentales de la nature, ainsi que par son état physique au moment de sa naissance, ce qu'on appelle les conditions initiales. Nous avons pu mesurer ces nombres avec une très grande précision. La précision du réglage de l'expansion de l'univers était de 10 puissance 60. Si nous invoquions le hasard pour en rendre compte, il faudrait postuler l'existence de 10 puissance 60 univers différents, chacun avec sa propre combinaison de conditions initiales et de constantes physiques. Fermez les guillemets. Tout se passe comme si cela accréditait implicitement l'idée de psychologie de la pertinence. Le déploiement de la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin, évoqué précédemment, y trouve son compte. La conscience qu'il évoque, comme émergeant au cours des processus d'évolution aussi.
comme s'il réconciliait l'idée d'une finalité rejointe et d'une évolution pertinente où le hasard offre une porte à la conscience. Charles Darwin aurait été en désaccord avec cette idée de finalité qui s'accomplit. Il démontra que la nature, unique source, et le hasard, pas d'intention, sont les seuls moteurs animant les processus. Ce sont juste des modifications aléatoires qui produisent des individus différents, dont certains, mieux adaptés, bénéficieront d'une meilleure vie, qualité qu'ils transmettront à leur descendance, et dont bénéficiera ensuite la population. Selon lui, la nature, à elle seule, produit tout ce qui se passe en elle. Ce fut une révolution scientifique hors des croyances incertaines de son époque. Nous lui devons ainsi un nouveau regard sur la vie, sur la nature, sur les moteurs de l'évolution. Sa découverte, essentiellement matérialiste et pragmatique, n'a cependant aucunement altéré son humanisme chevronné, en lutte contre l'esclavage et la ségrégation sociale de son époque. Il a même identifié que le processus d'évolution arrivé à l'homme favorisait la coopération par rapport à la concurrence. Ce processus produit ainsi naturellement plus d'humanité, comme si c'était un utile paramètre de survie parfaitement explicité par Patrick Thor, spécialiste de Darwin. Ouvrez les guillemets. Par le biais des instincts sociaux, la sélection naturelle sans saut ni rupture a ainsi sélectionné son contraire, soit un ensemble normé et, en extension, de comportements sociaux anti-éliminatoires. La sélection naturelle s'est trouvée, dans le cours de sa propre évolution, soumise elle-même à sa propre loi. Sa forme nouvellement sélectionnée, qui favorise la protection des faibles, l'emportant parce que avantageuse sur la forme ancienne. Fermez les guillemets. Nouvelle citation, ouvrez les guillemets. Durant la phase d'évolution qui se situe entre les ancêtres immédiats de l'homme et l'homme moderne, la faiblesse est donc un avantage car elle conduit à l'union face au danger, à la coopération, à l'entraide et au développement corrélatif de l'intelligence et de l'éducation des jeunes, dont le propre est d'être sans défense. Fermez les guillemets. Il semblerait que cette finalité qui attend d'être rejointe et ce processus d'évolution uniquement basé sur le hasard aient tous deux une justesse, et qu'ils doivent tous deux être considérés en synergie, même s'il est difficile de le conceptualiser mentalement. Comme s'ils fonctionnaient en dialogique, phénomène opposé qui s'étaye réciproquement. C'est pourquoi nous peinons à clairement identifier cognitivement en intégrant en même temps ces deux pôles si différents. Et de toute façon, en y regardant de près, d'où vient que la nature soit faite de telle façon que le mieux adapté survive afin de produire une sélection de plus en plus performante? À quoi cela peut-il bien servir, si ça sert à quelque chose? À moins que cela ne serve à rien. En fait, nous n'en savons rien. Heureusement, au-delà de toute polémique à ce sujet, nous retiendrons avant tout la situation clinique. Dans l'accompagnement psychologique, les résultats sont quasiment toujours présents si l'on opère avec cette notion de finalité qui est rejointe. Petit 6. La vie plus que la théorie. En maïeusthésie, les praticiens se doivent d'être souples, sensibles, créatifs, émerveillés, libres des écoles et même libres de la maïeusthésie. La priorité est l'efficience, mais une efficience profonde qui respecte la vie, consciente des pertinences systémiques, libre de tout dogme. L'axe majeur est l'accomplissement des justesses dont la capacité à les identifier, puis à les accompagner. Certes, la maïeusthésie dispose d'une théorisation précise, d'une mise en ordre des données assez fine pour les rendre accessibles à l'intellect et permettre une mise en œuvre enseignable et reproductible. Pourtant, cette théorisation, si attrayante soit-elle par sa clarté, bien qu'elle décrive les processus d'accès aux résultats thérapeutiques, ne doit jamais primer sur la vie. Elle est juste une commodité qui permet d'accéder au réel, mais ne prétend en aucun cas s'y substituer. Elle est comme une invitation à la plongée existentielle dans ce « chez nous d'humanité » où aucune règle ne doit se supplanter à notre sensibilité et à notre créativité. Le bon élève, qui applique méticuleusement les processus, risque fort de ne pas être un praticien efficient s'il ne tient pas compte de cette souplesse. Petit 7. Structure
et liberté. Cette liberté indispensable du praticien efficient ne le laisse enfermer dans aucune théorie. Cependant, celle-ci n'exclut pas une structure offrant l'indispensable socle de stabilité et de sécurité. La liberté sera avantageusement accompagnée d'une structure. Ce défi est très délicat. La liberté du praticien s'appuie ici sur une structure qui le porte et non sur un cadre qui l'enferme. C'est ce qui me conduisit à écrire les 12 fondamentaux de la maïeusthésie. Le but y est d'offrir cette structure qui préserve la liberté et même lui donne une possibilité d'expression plus vaste. J'avais déjà écrit un texte en ce sens avec Primum non nocere. Le « d'abord ne pas nuire » d'Hippocrate devait aussi pouvoir concerner la psychothérapie ou tout accompagnement psychologique. J'avais aussi proposé, en fondement majeur, s'ouvrir à ce qui appelle et non chercher ce qui se cache. Sans jamais prétendre avoir aucunement fait le tour du sujet, je propose à chaque fois une précision supplémentaire, offrant aux praticiens une possibilité étendue et aux patients une sécurité plus grande. Si cela concerne en priorité les praticiens en maïeusthésie que j'ai formés, ou qui ont été formés par d'autres formateurs en maïeusthésie, cela concerne aussi les praticiens de toute autre approche qui ont l'élan de cette créativité mais qui disposent d'autres compétences enseignées dans diverses écoles ou universités. La vie n'aime pas les monopoles, les principes rigides, ni les théories trop parfaites, donc un peu trop mortes. Elle n'aime pas les dogmatismes. Le parfum de la liberté lui va bien. Elle se laisse rencontrer dans la vastitude d'espaces qui la respectent, qui ne la combattent pas, qui l'accompagnent vraiment. Tout simplement, la vie se laisse rencontrer par la vie. Voilà, vous venez d'écouter le 13e épisode de cette série de podcasts sur les articles de Thierry Tournebise. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie et l'article dans son entièreté sur le site maïeusthésie.com. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et je vous retrouve bientôt.